présentation de la forme de pratique scolaire tout en coup droit. Le premier volet consistait à expliquer les fondements de cette forme de pratique, le second à expliquer comment elle se mettait en place et comment on l'organisait tout au long de la séquence. La troisième va viser à guider l'intervention de l'enseignant, c'est pour ça que le titre est « Observer et réguler ». Alors pour guider cette observation, il faut revenir à cette idée de ciblage. On veut enseigner gagner le point par la vitesse, donc il va falloir que toute l'observation, toute l'intervention s'organise autour de l'objet ciblé et non pas du tennis de table, des coups en tennis de table, de la technique en tennis de table. Là, il s'agit de faire acquérir aux élèves, leur faire le pas en avant que l'on avait défini auparavant. Donc toute l'intervention va être bouclée d'une certaine manière. On va partir de l'OE et on va rester sur l'OE. Alors comment cela se décline-t-il concrètement? On rappelle l'OE, une partie action décisive qui est produire de la vitesse en coup droit, dans le but, par cette vitesse, de créer un avantage qui peut amener le gain du point, directement ou indirectement. Donc on retrouve bien, d'un côté, produire de la vitesse, qui est l'action. Alors quels sont les éléments d'observation qui vont permettre de voir si l'élève crée ou a un comportement, une attitude qui peut permettre cette production de vitesse? Alors plusieurs critères, 4, sont pointés. Le premier, c'est un des plus importants, c'est la phase d'élan. Existe-t-il une phase d'élan? On comprend bien que s'il n'y a pas de phase d'élan, il ne peut pas y avoir de production de vitesse. Ensuite, pour produire cette phase d'élan, eh bien, si l'élève reste de face, c'est-à-dire si la ligne d'épaule, la ligne de pied, par rapport à la trajectoire, mais beaucoup par rapport à la table, reste de face, évidemment, biomécaniquement, la main est forcément en avant, et donc elle ne peut pas reculer, et elle ne peut pas être dans une condition pour permettre de la vitesse. Bon, le temps disponible, bien sûr, ça dépend surtout de la balle incidente qui arrive, donc. Et puis le dernier paramètre qui est la vitesse et l'orientation du geste, avec la stabilité au moment de la trajectoire. Mais on retiendra surtout la phase d'élan, le placement des lignes et la vitesse et l'orientation du geste. Et nous essaierons de l'illustrer ensuite. Concernant l'intention maintenant, dans l'action. Je précise bien dans l'action, pas préalable à l'action. C'est au travers de l'action, on peut voir quelle est l'intention qui organise la logique du comportement de l'élève. Et quelquefois, et même souvent, elle n'est pas cohérente ou elle n'est pas du même ordre que l'intention préalable à l'action lorsque on est quelques secondes ou voire quelques minutes avant d'agir. Alors quels sont les éléments d'observation qui vont permettre de faire des hypothèses sur cette intention? Alors, autant sur l'action on a des éléments plus objectifs qui traduisent l'action, autant sur l'intention c'est plus délicat. Alors bien évidemment si le point est gagné ou perdu, avec quelle régularité. Ensuite l'intentionnalisé va se mesurer un peu notamment dans cette idée de gain de points, dans la variété des trajectoires si on joue toujours de la même manière, donc quelle est la variation et on va voir si s'exprime quelque chose dans cette variation. Et puis un élément sur lequel je reviendrai pendant l'exposé, qui est le signal, c'est-à-dire que l'action ici s'inscrit dans un contexte. Donc l'action répond à un certain type de contexte, à des caractéristiques particulières, et un élément ou deux au grand maximum dans ce contexte font figure de signal pour déclencher ou ne pas déclencher l'action, ou pour déclencher tel type d'action ou tel autre. Au tennis de table, on aura deux moments clés particuliers. On sait que les échanges au tennis de table durent très peu, c'est 2-3 touches de balle maximum que font les joueurs et les élèves par mise en jeu. Donc le service va avoir une importance très grande, d'autant que c'est quand même un moment privilégié où l'élève, pour faire son action, a du temps, vu que c'est lui qui choisit quand. Et puis on sait que dans la forme de pratique que l'on a choisie, on est à 2 essais au service, donc il y a possibilité de prendre des risques sur le service. On sait qu'on a des séries de 5 services, donc on peut s'habituer à être dans cette posture de serveur. Et le moment, notamment avec cette idée d'avantage, de rupture, eh bien c'est ce qu'on appelle la troisième balle, c'est-à-dire quand la balle revient, donc c'est sur le retour de l'adversaire, qu'est-ce que je fais de cette balle? Donc je vais utiliser ces critères pour essayer de les illustrer dans différents moments. Le reste, bien sûr, il y a des tas de choses qui sont pas présentes ici. Vous voyez que les critères qui sont utilisés renvoient peu à des formes techniques. Il ne s'agit pas de gestes particuliers, de techniques gestuelles particulières, mais davantage des indicateurs que tout enseignant d'éducation physique peut mobiliser, voire transférer dans d'autres sports de raquettes. Alors, ce qui est important ici, c'est au regard de l'objet, bien sûr. Il y a d'autres éléments dans le tennis de table qu'on pourrait regarder, effectivement les déplacements, on pourrait regarder
les vitesses d'exécution, on pourrait regarder la variété des déplacements, des directions produites, voire des trajectoires produites, mais compte tenu de l'objet d'enseignement choisi, ça pour l'instant on n'en parle pas. C'est fait partie aussi du ciblage. On a les critères d'observation, comment on va organiser cette observation, puis cette interprétation et enfin l'action de l'enseignant qu'on appellera la régulation. Alors dans les sports de raquette, on a un petit peu un cadre stable qui permet de développer une forme de méthodologie d'observation et aussi d'interprétation. Quant à l'observation, on a toujours les trois mêmes questions. La première, qu'on oublie souvent d'ailleurs, c'est la question de la balle qui vient, avec évidemment celui qui a produit cette balle. Souvent, on a l'impression que lorsqu'on lit pas mal d'ouvrages, que la balle incidente, celle qui arrive, sa vitesse, sa direction, n'ont pas d'importance. On jouera un geste, quelle que soit la vitesse de la balle. Or, ce n'est pas du tout le cas. Donc, on observe ce qui se passe avant le contact raquette-balle, donc au travers de la nature de la balle incidente, du signal produit par l'adversaire, soit par sa position, par exemple, il est excentré, il est au centre, ou il se prépare à, donc on a là quelques éléments qui nous permettent de pouvoir faire des hypothèses. Ensuite, un moment très important, c'est le moment du contact raquette-balle. Qu'est-ce qui se produit à ce moment-là? Et enfin, bien sûr, avec quelles conséquences? Et pour ça, il faut s'attacher aux caractéristiques et aux résultats de la trajectoire produite. Donc ça, c'est le temps de l'observation. Et on a toujours ces trois questions qui vont revenir. Ensuite, on a donc les éléments d'observation. Le deuxième temps va consister à interpréter, c'est-à-dire à essayer de trouver une cohérence entre les différentes observations pour expliquer la logique d'adaptation motrice de l'élève. En effet, il y a toujours une certaine logique dans la réponse des élèves, même si celle-ci n'est pas appropriée. Et donc, à partir de là, on fera des hypothèses sur les difficultés, mais là, bon, c'est des choses qui sont plus connues du monde des enseignants. C'est plutôt la première étape qui est un peu moins formalisée. Dernière étape, la régulation. Là aussi, on va voir que le ciblage a une importance. Au regard des hypothèses qui sont formulées, on essayera de proposer une ou deux modifications des paramètres de l'action, ou une modification du contenu de l'intention. On se souvient que l'objet d'enseignement a ces deux facettes-là, une action décisive et puis une intention. Et bien sûr, afin que l'élève puisse se focaliser ou focaliser son attention sur soit les paramètres de l'action, soit sur l'intention, il faudra créer des conditions favorables. Là, ça nous renvoie aux petites boucles, ou aux aménagements qui ont été proposés dans la grande boucle, de façon à ce que l'élève ait du temps, qu'il puisse identifier des configurations typiques, notamment dans le travail sur l'intention, de façon à identifier des contextes favorables à telle ou telle action. Ce qui signifie d'avoir évidemment des feedbacks, pas tant des feedbacks en termes d'évaluation quantitative, même si ça peut aider, mais surtout des feedbacks sur comment je suis placé, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je ressens. Et dernier point, essayer un ordre de proposition, il n'y a pas d'ordre magique, il n'y a pas de tâche magique, les petites boucles ne sont pas magiques. Il faut laisser du temps, donner du temps pour répéter. Une fois posés ces points importants de la démarche proposée dans l'observation et la régulation, nous allons l'utiliser tout simplement dans différents cas. Je m'intéresserai particulièrement au cas du service, parce que c'est un moment très important. Et on observe que souvent les services ne sont pas très rapides et donc ne mettent pas en difficulté l'élève. Or, c'est un moment très favorable et à utiliser particulièrement en tennis de table. Alors, qu'est-ce qui se passe sur un service? Si on reprend l'observation du côté de l'action, on est parti ici sur observer sur l'action, nous avions retenu deux critères importants, qui sont plutôt importants dans la phase de préparation, c'est la phase d'élan, est-ce qu'elle est courte ou est-ce qu'elle est longue, et le placement des lignes. Et puis dans la phase d'exécution, bon, le temps disponible, ici on n'aura pas trop l'occasion de le voir, mais on s'intéressera surtout à la vitesse et l'orientation du geste. Alors prenons le cas de cet élève ici, qui est au service. Qu'est-ce qu'on peut observer du point de vue des critères choisis? Alors si on prend le critère effectivement de la phase d'élan, on s'aperçoit qu'on peut l'appréhender au travers de la distance entre la raquette et la balle. On voit que la distance est toujours très faible. C'est un moyen pour les élèves d'assurer et de sécuriser le contact raquette-balle. Mais conséquence, on a forcément peu ou pas de vitesse. Si on regarde la ligne de pied, on s'aperçoit que cette ligne elle est oblique par rapport à la table, et les épaules sont de face, mais forcément cette position-là empêche, en plus là on voit qu'il y a une envie de retrouver l'alignement œil-balle-raquette. Donc là, il y a une impossibilité de pouvoir reculer la raquette de façon à prendre de l'élan, surtout compte tenu de la position telle qu'elle est adoptée. Ça supposerait d'avoir une très forte dissociation ici, ce qui n'est pas le cas à ce niveau de jeu. Si on regarde l'action, on le voit au travers de la balle ici, qui part de la raquette, et puis forcément va aller vers le bas. On a un mouvement qui est plutôt dirigé vers le bas. Alors ça, c'est l'image et la représentation très forte des élèves au service. Ils veulent passer par-dessus le filet, donc si je veux que la balle passe par-dessus le filet, il faut que je oriente mon action vers la table.
de façon à ce que la balle rebondisse et passe par-dessus le fil. Ça, c'est ce qu'on peut observer au travers de l'orientation. Et on verra que cette représentation du service « je dois faire rebondir la balle » est un véritable obstacle à la réalisation d'un service rapide. Dernier point qui amplifie cette angulation, c'est la hauteur entre la raquette et la surface de la table. Plus le contact a lieu au-dessus de la table, plus bien évidemment il va falloir rabattre la trajectoire de la balle. Donc on devine là une des conséquences, c'est-à-dire que si on veut donner de la vitesse, il va falloir diminuer cette hauteur. Mais on voit bien que la réponse de l'élève est très logique. Elle recherche un alignement ici, assez proche de ce qu'elle fait. Elle sécurise son contact raquette-balle, et puis elle sécurise, vu que sa balle est assez haute au-dessus de la table, elle sécurise aussi la trajectoire, de façon à ce qu'elle passe le filet. Si on prend un élève un petit peu plus évolué, toujours lycée, qu'est-ce qu'on peut voir? Si on reprend exactement les mêmes critères que l'on a mentionnés là-haut. On voit ici que on a un lâcher de balle déjà, et on va avoir une direction qui va être toujours relativement descendante. Hein. On voit bien sur la fin du geste ici que l'orientation du geste est descendante. Si on regarde les lignes d'épaule et les lignes de pied, là on a un petit changement parce qu'on a des pieds qui sont ici cette fois-ci parallèles à la table, une épaule qui est un petit peu tournée, ce qui va permettre de reculer la raquette et donc d'augmenter cette phase d'élan ici. On voit bien ici que cette phase d'élan était beaucoup plus grande qu'ici. Et ça, c'est lié au fait que le joueur s'est placé autrement du point de vue des lignes d'épaule et de pied. Si on regarde l'action, on retrouve quelque chose de relativement similaire à ce qu'on voit au-dessus, c'est-à-dire une action qui va plutôt être descendante, notamment liée au fait qu'on a toujours une hauteur assez importante au-dessus de la table. L'élève est obligé de rabattre la balle, il n'a pas le choix. Une évolution à un niveau un petit peu au-dessus, toujours en restant sur l'action et en reprenant les mêmes éléments. Le premier changement ici, c'est effectivement les changements de ligne des pieds. Le serveur a choisi de se mettre épaule et ligne de pied perpendiculaire à la table. Du coup, on voit que les effets en termes de possibilité de pouvoir donner de la vitesse grâce au bras vont être nettement plus importants. Reculer la raquette va devenir beaucoup plus aisé, et donc on va avoir ici une phase d'élan qui va être assez importante. Du point de vue de la longueur de la phase d'élan, c'est qu'elle va être grande. Elle va permettre de communiquer de la vitesse, et par rapport à ce qu'on a vu avant, deux modifications très importantes, c'est qu'on a un geste qui est plutôt, ce que j'appelle souvent un mouvement de balayage, c'est-à-dire un geste qui est plutôt horizontal, et qui va se jouer avec une hauteur relativement au-dessus, pas très haute, au-dessus de la table, ce qui va permettre de pouvoir faire un service beaucoup plus rasant et beaucoup plus rapide. Au regard des critères qu'on avait choisis, on voit que ce changement de position est très important, et l'autre grand changement, c'est l'horizontalisation du mouvement, sous une forme de balayage, qui va permettre de pouvoir donner de la vitesse à la balle. Donc ça, ce sont deux éléments sur lesquels il va falloir insister, qui sont nécessaires pour créer des conditions d'un service qui va pouvoir aller plus vite. L'attention au service va beaucoup se voir au travers, on va le voir, du placement. Alors je rappelle les critères qu'on avait mis en avant pour l'intention. Là, dans la mesure où on ne regarde pas plusieurs échanges, on aura du mal à utiliser le gain du point, mais c'est quand même l'élément le plus important, le gain du point, la régularité, et on reviendra sur le contenu de l'intention de l'élève sur lequel on arrive à faire quelques hypothèses, et le signal, et bien sûr, on s'intéresse ici au moment clé du service. Alors prenons le cas du serveur. Si on étudie, et c'est tout l'intérêt de regarder un petit peu l'évolution du placement du serveur dans les pratiques fédérales, dans les pratiques dans les niveaux les plus élaborés, on s'aperçoit que le serveur va chercher à ouvrir le plus de possible. Or, ce que l'on observe au milieu scolaire, c'est que de par leur position, les serveurs se ferment des possibles en matière de variation de trajectoire. Donc du coup, ça devient facilement prévisible pour l'adversaire. Alors prenons le cas ici, par exemple, de ce joueur, ici, on s'aperçoit que ces deux lignes ici sont là, sa raquette est là, il lance sa balle ici, tel qu'il est placé, la trajectoire de la balle ne peut être qu'en diagonale, sur la diagonale coup droit. Pour lui, l'adversaire en face, je sais où tu vas me la passer et comment. C'est-à-dire que la balle va arriver plate ici dans le coup droit, ou c'est ici. Et comment je vais le faire? Il va le faire avec son coup droit, sur une balle qui sera moyennement rapide, vu que le premier rebond se situera en milieu de table. Si on regarde le comportement suivant, là on a une élève qui s'est mis volontairement sur le côté qu'on appelle pivot dans le revers, ce qui fait que, là elle s'ouvre avec le coup droit toutes les possibles de trajectoires. Elle pourrait jouer aussi bien sur le côté revers, milieu de table, long de ligne. Alors qu'ici, on sait que le joueur, tel qu'il est placé, aura beaucoup de mal à jouer le long de la ligne coup droit ici, sauf à ralentir énormément la trajectoire de la balle. Je ne sais pas où, c'est l'attitude dans laquelle se trouve
l'adversaire, mais je sais comment. Alors comment il peut se douter? On voit que la raquette est ici, la balle est ici, donc l'élève, compte tenu des conditions dans lesquelles elle va produire un service, fera forcément un service qui va être très rabattu ici, qui va remonter, donc il sera forcément assez lent et assez haut, et favorable pour le relanceur. Dernier exemple ici d'un serveur qui est donc complètement sur le côté pivot. Et là, on a une raquette qui est basse, on a une balle qui est relativement basse. Là, je ne sais pas où tu vas me la mettre et je ne sais pas quelle va être la vitesse de la balle. Donc, on voit bien que au travers du placement du serveur, il y a un vrai travail intentionnel à faire et que ce placement, c'est pas un petit aspect technique ou techniciste. C'est ce qu'on va rechercher le plus possible, c'est qu'à partir d'une position de service, je puisse avoir des possibilités différentes. Si j'en ai qu'une, je ne pourrais pas faire grand-chose. On remarquera, à l'inverse, que le serveur peut aussi lire l'intention du receveur. On voit bien ici, par exemple, un cas flagrant ici, où on a déjà notre receveur qui est déjà plutôt près côté revers. Si on est dans la forme de pratique tout en coup droit, il va falloir qu'il tourne pour prendre son coup droit. Ici, on a un joueur qui est dans ce qu'on appelle une position d'attente, où la raquette n'a pas choisi son côté. Ces photos sont extraites de une forme de pratique où il a droit à un revers une fois, donc c'est ce qui explique pourquoi les élèves prennent ici le revers, mais c'est les remarques que je viens de faire sur l'état de préparation du serveur sont importantes à partir du moment où on autorise un revers par mise en jeu, comme c'est le cas. Et plus généralement, si les collègues utilisent des formes scolaires dans lesquelles les élèves ont le droit au revers, cet élément-là est très important. Si l'on voulait résumer quelles sont les bonnes conditions de réalisation en termes d'action et d'intention au service, on aurait ces repères-là, donc toujours les mêmes, les lignes, mais cette fois-ci on sait qu'elles sont perpendiculaires à la table, on sait que la phase d'élan doit être importante, de façon à produire de la vitesse, et on va essayer de faire en sorte que la hauteur au-dessus de la table ne soit pas très haute, et que le premier rebond soit plutôt ici dans la première zone, ce que dans le cas présent l'élève aura du mal à faire. Si on voulait pousser un petit peu plus loin les conseils, il suffirait pour que la balle rebondisse ici. Afin de diminuer cette hauteur-là, il suffit que l'élève se fléchisse un peu. C'est un des derniers points, mais qui vient vraiment à la fin, se fléchir pour pouvoir produire une trajectoire rasante. Quand je suis dans cette étape-là, ici, avant de servir, donc je vais lancer, je peux choisir une zone faible. Alors dans le cas du tout en coup droit, c'est plutôt la zone revers. On sait aussi qu'on a une zone faible sur le vent, sur le joueur lui-même, le vent, ce qu'on appelle le vent anthropologiste, et puis en fonction de la manière dont le relanceur se place, plus ou moins excentré, il y a une zone faible qui peut apparaître côté coup droit. Quand je vais lancer la balle, effectivement, après avoir regardé la préparation du joueur, je me concentre sur le premier rebond. Et ensuite, il faut que j'essaye d'avoir ce mouvement de balayage dont on a parlé avant, donc plutôt un mouvement horizontal. Je rappelle les critères qui viennent se rajouter, ou qu'on peut effectivement, l'idée de balayage c'est vraiment d'avoir un mouvement vif, horizontal, raquette légèrement fermée, c'est ce qui permet le rebond, et ensuite un rebond près de sa ligne de fond. Donc là on a bien vu comment les observables que l'on avait déduits de l'objet d'enseignement nous ont guidés pour pouvoir repérer quels sont les points sur lesquels il va falloir travailler, conseiller l'élève. Alors ces ajustements sont plutôt de l'ordre du micro, mais on s'aperçoit qu'ils sont déterminants dans la réussite de l'élève, surtout sur une pratique comme le tennis de table.